Mon père m'a envoyé un SMS glacial. Je te répudie. Toute communication passera désormais par mon avocat. J'ai fixé les mots, incrédule. Puis j'ai répondu par un seul mot, tout aussi froid. D'accord. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma banque. J'ai systématiquement annulé chaque lien financier que j'avais avec eux. Le virement automatique de 2 500 € pour le prêt immobilier. L'abonnement téléphonique familial. La ligne de crédit professionnel pour laquelle je m'étais portée garante. 48 heures plus tard, ma mère m'a appelé, paniquée. Au fait, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Ma froideur n'était pas une passade, c'était une conclusion. 48 heures avant d'être répudiée, j'avais reçu la preuve. Mon oncle Jean-François, le frère de mon père, m'avait transféré une vidéo. Le message disait simplement « Regarde ça ». Il a dû vouloir l'envoyer à quelqu'un d'autre. J'ai appuyé sur lecture. C'était une vidéo d'un dîner de famille chez mon père, un dîner auquel je n'avais pas été invitée. La caméra tremblait, mais les voix étaient claires. Ma tante Stéphanie riait. Mon père, Grégoire, tenait une bière. C'est une brave fille, disait mon oncle derrière la caméra. De t'aider comme ça. Mon père a ricané. Ce n'est pas une fille. C'est notre vache à lait, et une bien seule en plus. Elle est tellement en manque de reconnaissance qu'elle paierait pour l'air qu'on respire si je le lui demandais. Mon frère Benoît a renchéri. Honnêtement, c'est triste. Elle pense qu'envoyer de l'argent à papa la rend importante, mais ça reste. Bah, Chloé, quoi? J'ai regardé mon père lever son verre pour trinquer à sa vache à lait personnelle. Ils ont tous ri. Je n'ai pas pleuré. En tant qu'auditrice, mon travail est de trouver la pourriture sous les livres de comptes impeccables. Et je venais de faire l'audit de ma propre famille. Les chiffres étaient vertigineux. Il y a 4 ans, l'entreprise de mon père, un fournisseur pour restaurants, avait commencé à péricliter. Il était à quelques jours de la saisie immobilière de la maison de mon enfance, à côté d'Annecy. Lui et ma mère, Mélissa, m'avaient appelé en pleurs. « Tu es la seule qui puisse nous aider, Chloé. Tu es la plus responsable. » Alors je l'ai fait. J'ai accepté de couvrir les 2 500 € de mensualité du prêt, chaque mois, pendant 4 ans. J'ai fait le calcul de tête. Cela faisait 120 000 €. Il faut comprendre les chaînes invisibles de la survivante. Quand on grandit en tant que bouc émissaire, on apprend que l'amour est transactionnel. Votre valeur se mesure à votre utilité. On ne reçoit pas d'affection, on obtient une pause temporaire dans l'hostilité. Payer ce prêt n'était pas de la générosité, c'était un impôt. C'était le prix que je payais pour avoir la paix. Il était plus facile d'envoyer l'argent que de supporter les cris, la manipulation et la culpabilité instrumentalisée de ne pas se soucier de la famille. Je sais ce que vous pensez probablement. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça si longtemps? Pourquoi les laisser vous traiter de cette façon? La cruauté de la vidéo, c'était le piège de la cruauté banalisée. Dans les familles comme la mienne, chacun a un rôle. Benoît était l'enfant chéri. Il ne pouvait rien faire de mal. Ses échecs n'étaient que de la malchance. Mes échecs étaient des défauts de caractère. J'étais le bouc émissaire, celle qui existait pour absorber les problèmes et la colère de la famille. Ils n'étaient pas simplement méchants, ils renforçaient un système qui fonctionnait pour eux depuis 30 ans. Et j'en avais fini d'être leur vache à lait. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 48 heures. Puis la panique a commencé. Il a sonné le mardi matin, juste au moment où je me versais un café. Ma mère, Mélissa. J'ai laissé sonner 3 fois, regardant son nom clignoter sur l'écran, puis j'ai répondu. J'ai mis le haut-parleur. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix n'était pas calme. C'était un cri aigu, teinté d'incrédulité. La banque vient d'appeler ton père. Le paiement du prêt a été rejeté. L'échéance est aujourd'hui, Chloé. Tu dois régler ça tout de suite. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. On m'a répudiée, Mélissa,
ai-je dit, ma voix aussi plate que le plan de travail. Toute communication doit passer par mon avocat. Quoi? Quel avocat? Chloé, ne sois pas, j'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement explosé. C'était une avalanche numérique de leur arrogance. Un texto de mon frère Benoît, tu es pathétique. Papa est ruiné à cause de toi. T'as intérêt à arranger ça. Un autre de ma tante Stéphanie, ta mère est en pleine crise d'hystérie. Quel que soit le jeu d'enfant auquel tu joues, tu dois arrêter ça immédiatement et t'excuser. Un jeu d'enfant. Il lisait encore l'ancien scénario. Il pensait que c'était un caprice, que j'étais une enfant piquant une crise pour attirer l'attention. Il n'avait pas réalisé que j'étais une auditrice qui clôturait calmement leur compte. Je n'ai répondu à aucun message. Je n'ai répondu à aucun appel. J'ai juste ouvert mon ordinateur. J'ai rédigé un nouvel email. Mes mains ne tremblaient pas. En tant qu'auditrice, j'avais envoyé des centaines de mails froids et factuels. Ce n'était qu'un de plus. La liste des destinataires était longue. Toute ma famille élargie, mon oncle Jean-François qui avait envoyé la vidéo, ma tante Stéphanie qui en riait, mes cousins, et surtout, j'ai ajouté plusieurs membres éminents de leur communauté, les mêmes personnes qui siégeaient au conseil d'administration du fonds médical local géré par mon père. L'objet était simple, concernant le soutien financier à Grégoire. À tous, puisque j'ai été formellement répudié par Grégoire dimanche soir, ce courriel a pour but de vous informer que mon soutien financier continue à pris fin. Par souci de transparence totale, j'ai joint un registre du soutien que j'ai fourni au cours des 48 derniers mois, pour un total de 120 000 €. J'ai également joint une courte vidéo d'une récente réunion de famille qui, je pense, fournit le contexte nécessaire à ma décision. Cordialement, Chloé. Pièce jointe 1, registre des paiements du prêt, 120 000 €, PDF. Pièce jointe 2, dîner de famille, la vache à lait, MP4. J'ai regardé les pièces jointes, le tableur froid et implacable, la vidéo chaude et humiliante. Les faits et les sentiments. Mon doigt a survolé la souris. Ce n'était pas seulement mettre fin à une dispute, c'était faire exploser une réputation. J'ai pensé au mot « vache à lait ». J'ai pensé à leur rire. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'email a fait imploser la famille. La vraie, pas la version de façade que j'avais toujours connue. La première réponse ne fut pas des excuses, mais une attaque. En quelques heures, j'ai reçu un email à l'allure officielle d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. C'était une mise en demeure. Elle m'accusait de diffamation, de harcèlement et de tentative de nuire aux affaires de mon père. Elle disait que j'avais agi par malveillance et me menaçait d'un procès de 75 000 € si je ne publiais pas immédiatement une rétractation publique et des excuses formelles. Il me menaçait de poursuites pour avoir exposé la vérité. Il pensait qu'un en-tête effrayant suffirait à me faire revenir en rampant, supprimer le message et m'excuser. J'ai lu la lettre une fois, puis j'ai ri. Je n'avais pas que des soupçons, j'avais les preuves. Je n'ai pas eu peur, j'ai pris une avocate. J'ai transféré l'email à une avocate spécialisée en droit de la famille à Lyon, une femme réputée pour être un requin. Je lui ai expliqué ma situation. Elle était, c'est le moins qu'on puisse dire, intriguée. Il bluffe, m'a-t-elle dit au téléphone. La diffamation exige que les déclarations soient fausses. Vous avez un tableur de 120 000 € et une vidéo d'eux admettant leur comportement. Leur dossier ne tient pas la route. Je sais, ai-je répondu, mais je ne suis pas là uniquement pour me défendre. Je veux que vous lanciez une contre-enquête. En tant qu'auditrice, j'ai toujours eu des soupçons sur les comptes de mon père. Il a toujours prétendu que sa comptabilité était désordonnée. Je pense que ce désordre cachait autre chose. À quoi pensez-vous? Il gère un petit fonds médical associatif pour une voisine âgée, Madame Dubois. Elle lutte contre un cancer. La famille a mis en place ce fonds et mon père s'est porté volontaire pour gérer les comptes. J'ai vu les documents qu'il a remplis. C'est créatif. Mon avocate est restée silencieuse un instant. Je m'en occupe. Elle m'a rappelé 2 jours plus tard. Sa voix était sombre. Chloé, c'est exactement comme vous le soupçonniez, mais c'est pire. À quel point?
Il n'a pas seulement emprunté au fond. Il l'a systématiquement pillé. Au cours des 3 dernières années, il a siphonné 60 000 € du fonds médical de cette femme. Voler une patiente atteinte d'un cancer tout en acceptant 2 500 € par mois de sa propre fille. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus un simple conflit familial, c'était un crime grave. Les révélations n'ont pas cessé. L'email que j'avais envoyé avait réveillé des fantômes. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma cousine Nathalie, la fille de ma tante Stéphanie. Elle pleurait. « Chloé », a-t-elle murmuré, « j'ai vu ton email. J'ai vu la vidéo. Je dois te dire quelque chose. Je suis tellement désolée, Nathalie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de ton père. Quand j'avais 17 ans, je suis restée chez vous. Tu étais partie à la fac. Il est entré dans ma chambre. Il a eu un comportement de prédateur, Chloé. Il a essayé. J'ai eu la nausée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai crié, dit-elle, la voix tremblante. Je l'ai dit à ma mère, ta tante Stéphanie, le lendemain. Elle m'a dit de me taire, que j'avais du mal comprendre, que j'allais détruire la famille si j'en parlais un jour. Elle le protège. Ils l'ont tous protégé. C'est pour ça qu'elle riait si fort dans cette vidéo. Elle a une peur bleue de lui. C'était une conspiration du silence construite pour protéger l'homme au centre de tout. L'appel final est arrivé 1 heure plus tard. C'était une femme nommée Diane, la meilleure amie de ma défunte mère. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Chloé, ma chérie, dit-elle, la voix pleine de chagrin. Je ne comprenais pas. J'ai vu la chaîne de mai. Ta cousine me l'a envoyée. Elle fit une pause. Ta mère. Elle serait si fière de toi. Tu as enfin fait ce qu'elle n'a jamais pu faire. Que voulez-vous dire? Grégoire n'était pas seulement un mauvais père, ma chérie. C'était un mari violent. Émotionnellement, financièrement, il l'a saigné à blanc. Il contrôlait chaque centime, dénigrait chaque décision. C'est pour ça qu'elle était toujours si malade. Je l'ai regardé lui faire ça, et maintenant je l'ai regardé te le faire. Tu n'étais pas le bouc émissaire, Chloé. Tu n'étais que la prochaine victime de son schéma de vie. J'ai raccroché le téléphone. J'ai enfin compris. Ce n'était pas une famille dysfonctionnelle, c'était une scène de crime. Et mon père en était l'auteur. La nouvelle d'un détournement de 60 000 € du fonds médical d'une patiente cancéreuse ne reste pas secrète longtemps. Il a fallu environ 1 semaine pour que l'histoire éclate dans la petite ville. Le nom de mon père était soudain partout, et pas de la manière dont il en avait l'habitude. Mon frère Benoît, dans un mouvement de pure panique digne de l'enfant chéri, a fait la chose la plus stupide qu'il aurait pu faire. Il a essayé de devancer l'histoire. Il est allé sur Facebook et a publié un long statut public décousu. Je n'arrive pas à croire ce que ma sœur fait à notre famille, a-t-il écrit. Elle a toujours été jalouse, mais là, c'est un nouveau record. Mon père est un homme bon. C'est elle qui était l'auditrice. Elle avait accès à tous les comptes de ce fonds. Maintenant, 60 000 € ont disparu et elle accuse notre père pour lui voler sa maison. C'est elle qui a volé l'argent. Il pensait maîtriser le récit. Au lieu de cela, il venait de confirmer publiquement le montant de 60 000 €, d'admettre que j'étais l'auditrice qui avait vu les comptes, et de donner à la famille de la victime une nouvelle cible. La famille Dubois, les proches de la patiente, avaient été navrés et hésitantes. Le message de Benoît les a rendus furieux. Mon avocate m'a appelé cet après-midi-là. Vous n'allez pas le croire, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. La famille Dubois dépose une plainte au pénal pour détournement de fonds et association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie. Ils n'ont pas seulement cité Grégoire, ils ont aussi cité Benoît. Sa publication sur Facebook est, et je cite leur avocat, un aveu public de son implication dans une dissimulation criminelle. La confrontation que j'attendais depuis toute ma vie ne s'est pas produite avec fracas. Elle est arrivée sous la forme de coups désespérés à ma porte. C'était 1 semaine plus tard. J'ai ouvert la porte de mon appartement et Grégoire était là. Il avait l'air petit. Ce n'était pas le tyran de la vidéo. C'était juste un vieil homme terrifié.
Il était mal rasé, ses yeux étaient rouges, et il semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. Chloé, dit-il, la voix brisée. S'il te plaît, ils vont m'arrêter. La police, ils parlent de fraude. Tu dois m'aider. Tu es ma fille. Il se tordait littéralement les mains. Tu es l'auditrice. Tu peux arranger ça. Tu peux leur dire que tout ça n'était qu'une erreur. Donne-moi juste de l'argent pour un meilleur avocat. S'il te plaît. Je l'ai juste regardé. L'homme qui m'avait appelé sa vache à lait. L'homme qui m'avait répudié. Maintenant, il se tenait sur mon paillasson, me suppliant d'être sa vache à lait une dernière fois. Je n'ai rien dit. J'ai simplement fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un papier plié. Je le lui ai tendu. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, ses mains tremblant en le dépliant. C'était une copie de la plainte pénale. J'ai regardé ses yeux parcourir la page, s'écarquillant de plus en plus jusqu'à ce qu'il tombe sur le deuxième nom listé comme co-conspirateur, Benoît. Tu devrais probablement donner ça à son avocat aussi, ai-je dit. Sa tête s'est relevée d'un coup, son visage un masque de confusion et d'horreur. On m'a répudié, tu te souviens? Parle à mon avocat. J'ai fermé la porte. D'accord, que j'ai envoyé à mon père était un mot silencieux, mais ce fut l'acte le plus violent de ma vie. Il a déclenché une réaction en chaîne que personne, pas même moi, ne pouvait arrêter. L'effondrement ne fut pas un événement unique. Ce fut une série de démolitions contrôlées, chacune frappant un mur porteur de leur vie frauduleuse. D'abord, la bataille juridique. Le procès que mon père menaçait de m'intenter s'est évaporé dès que mon avocate leur a envoyé le dossier sur son détournement de 60 000 €. L'affaire pénale, cependant, a progressé avec une vitesse brutale. Benoît, mon frère chéri, a été le premier à craquer. Face à une accusation de complicité, son arrogance s'est brisée. Il a accepté de plaider coupable. Il s'est tenu au tribunal et a témoigné contre son propre père, détaillant comment Grégoire s'était vanté de gérer le fonds médical. Il s'est présenté comme une victime, un fils qui ne faisait que suivre les ordres. Il a évité la prison, mais la communauté l'a vu pour ce qu'il était, un lâche. Il s'est retrouvé avec une réputation ruinée et des dettes juridiques écrasantes. Puis vint Grégoire. Sans son fils en or pour le défendre et avec mes notes d'audit comme feuille de route pour l'accusation, le procès fut une formalité. Il a été reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée. Je ne suis pas allé à l'énoncé de la sentence. Mon avocate m'a dit qu'il avait écopé de 3 ans de prison ferme. Avec Grégoire incarcéré et Benoît ruiné par ses propres frais de justice, la maison fut la suivante. La saisie fut rapide. La banque a repris la propriété, la maison que j'avais sauvée, la maison que ma mère avait aimée, et elle fut vendue aux enchères pour une bouchée de pain. Le nom de la famille, autrefois une source de fierté dans leur petite communauté, était désormais synonyme de fraude et de trahison. Pendant que leur monde implosait, le mien commençait enfin, tranquillement. Une semaine après la condamnation de mon père, j'ai été convoqué dans le bureau de ma patronne. Je pensais que c'était à cause de la mauvaise presse, du drame familial. Au lieu de cela, elle m'a offert une promotion, directrice principale des audits pour tout le groupe hôtelier. Chloé, dit-elle, je ne connais pas les détails de ce qui se passe dans votre vie personnelle, mais je sais que ces 2 derniers mois, vous avez géré une pression inimaginable avec une intégrité et un professionnalisme absolu. C'est le genre de leadership dont ce cabinet a besoin. Je suis sortie de son bureau, promotion en poche, et je me suis tenue dans l'ascenseur panoramique surplombant Lyon. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas souri. C'était juste. Solide. Pour la première fois de ma vie, ma valeur n'était pas débattue par des hommes en colère à une table de dîner. Ce n'était pas une transaction. Ce n'était pas quelque chose que je devais payer mois après mois. C'était juste un fait, écrit sur un nouveau contrat, dans un nouveau bureau, à un nouvel étage. Les comptes étaient enfin équilibrés. Je ne suis pas allé à la vente aux enchères. Je n'en avais pas besoin. J'ai entendu dire que la maison avait été vendue, celle que mes 120 000 € avaient protégée pendant 4 ans. J'ai entendu dire que mon père avait purgé sa peine et avait été libéré.
J'ai entendu dire que mon frère Benoît travaille maintenant dans un entrepôt, essayant de rembourser ses dettes. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'aucun d'entre eux. Ces 2500 € par mois, mon impôt pour la paix, j'ai commencé à les investir en moi. C'est calme ici. C'est un silence différent de celui dans lequel j'ai grandi. Leur silence était une arme, pleine de non-dits, de ressentiments et d'exigences. Ce silence-ci, c'est juste la paix. J'ai commencé à écrire, pas seulement des rapports d'audit, mais mon histoire. J'ai lancé un petit blog, un endroit pour mettre mes pensées. Je l'ai appelé « Le grand livre du bouc émissaire ». J'ai écrit sur l'abus financier. J'ai écrit sur la culpabilité. J'ai montré à d'autres comment conserver leurs propres preuves, comment suivre le travail invisible d'être la responsable. La réponse a été immédiate, écrasante. J'ai réalisé que je n'étais pas la seule. Il y en a des milliers comme nous. Tant de Chloé qui tiennent leur famille à bout de bras, payant un prix que personne ne reconnaît jamais, juste pour avoir le droit de rester. Et si vous êtes l'une d'elles, si vous écoutez ceci en ce moment, cette dernière partie est pour vous. C'est une lettre à tous ceux qui se sont déjà sentis en marge, à la périphérie de leur propre famille. Vous êtes celle qui envoie le premier message. Vous êtes celle qui se souvient des anniversaires. Vous êtes celle qui appelle juste pour prendre des nouvelles, et vous êtes celle qui écoute le silence à l'autre bout du fil, sachant qu'ils n'appelleront que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Vous êtes la réparatrice, la responsable, la pacificatrice. On vous a dit toute votre vie que votre gentillesse était votre plus grande force. Mais ils l'ont traité comme votre plus grande obligation.